Bienvenue dans ce Forum Veritas, cet espace de débat pluridisciplinaire unique dans lequel des universitaires échangent sur des questions philosophiques. Ce soir, nous interrogeons pour la troisième et dernière fois notre thème annuel qui est, je le rappelle, le contenu du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Au cours des précédentes soirées, nous avons étudié chacune des notions mobilisées dans ce thème. Lors de la première soirée, nous avons étudié la notion d'égalité dans son aspect essentiellement juridique. Lors de la seconde soirée, nous avons étudié la notion de liberté dans son aspect essentiellement social. Avec l'avancement des sciences naturelles, nous ne pouvions pas laisser de côté l'aspect neurologique de la question de la liberté, notamment dans le processus de décision. Dans la mesure où la neurologie permet de décrire de mieux en mieux les processus cérébraux sous-jacents aux phénomènes psychologiques, on peut légitimement se demander si, au fond, la pensée ne serait pas une simple question de réaction chimique, ne serait-elle pas aussi déterminée que n'importe quel mécanisme biologique? Si oui, sommes-nous vraiment libres? Telle est la question de ce soir. Y a-t-il une véritable différence entre Terminator, si je peux me permettre l'analogie, dont les décisions se réduisent au calcul de ses processeurs, et nos propres processus décisionnels qui reposent sur un substrat différent, un substrat biologique? Dans ces conditions, quel sens pourrait-on encore donner à la notion de liberté? Avons-nous la moindre responsabilité face à nos choix? Pour répondre à ces questions et pour en débattre, nous avons invité deux orateurs tout à fait qualifiés. À ma gauche, Jean-Luc Petit, et à ma droite, Peter Clark. Jean-Luc Petit est philosophe, un philosophe qui s'inscrit dans le courant de la phénoménologie. Il est professeur émérité à l'Université de Strasbourg. Il est membre du comité d'éthique en matière d'expérimentation animale de Strasbourg. Il a été membre du séminaire de phénoménologie et herméneutique dirigé par Paul Ricoeur de 67 à 79 et directeur du Centre d'analyse des savoirs contemporains de 93 à 96. Il a été en délégation par le CNRS au laboratoire de physiologie de la perception et de l'action dirigé par Alain Berthoz au Collège de France de 2000 à 2003, et son association avec ce chercheur s'est poursuivie jusqu'à maintenant sous la forme de colloques organisés en commun et de publications en philosophie des neurosciences. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont Phénoménologie et physiologie de l'action, chez Odile Jacob en 2006, et Les neurosciences et la philosophie de l'action, aux éditions Brun en 1997. Peter Clark est neurobiologiste. Jusqu'en 2012, il était professeur associé à l'Université de Lausanne, où il a enseigné l'anatomie et la neurobiologie. Il y a mené au département de biologie cellulaire et de morphologie un groupe de recherche sur la mort neuronale. Diplômé de l'Université d'Oxford et de l'Université de Kiel, Peter Clark s'intéresse à l'interface entre la neurobiologie, la philosophie et la religion. Il est membre du comité de rédaction du journal Science and Christian Belief et membre du conseil d'administration du Faraday Institute. Il est l'auteur du livre Dieu, l'homme et le cerveau chez Croire Pocket en 2012. Alors comment va se passer cette soirée? Eh bien, chacun de nos orateurs vont débattre sur cette question. Sommes-nous vraiment libres? Chacun aura 20 minutes pour exposer sa pensée. Après quoi, s'en suivra un temps d'échange pendant 20 minutes sur leurs pensées respectives. Enfin, le public aura une demi-heure pour poser les questions. En tant que modérateur, je vais veiller au respect du temps de parole, à la concision des questions, afin que chacun puisse s'exprimer. Et je vous prie également, si possible, d'éteindre vos portables, tout simplement parce qu'il y a une caméra juste en face qui filme la soirée et qui nous permettra de revoir le débat sur Internet. Alors, je donne la parole tout de suite à Jean-Luc Petit pour répondre à cette question. Sommes-nous vraiment libres? Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais je vais amener une présentation PowerPoint qui va permettre à tout un chacun de savoir, j'espère, d'éclairer un peu notre cheminement de réflexion sur ce point. Est-ce que vous pouvez me mettre en... Donc, mon titre, les sciences du cerveau, quel impact sur le libre arbitre? Parlons-nous, d'abord je vais faire quelques considérations sur le langage commun. Parlons-nous du même langage. Si nous voulons jouer le jeu du dialogue interdisciplinaire, il serait prudent de nous demander si le chercheur en neurosciences et le philosophe, c'est-à-dire l'homme ordinaire, parlent bien le même langage. Le risque n'est pas négligeable, en effet, qu'on s'engage dans un faux problème simplement parce qu'on aura mélangé les objets et les concepts de l'enquête scientifique
avec les objets et les concepts de la vie quotidienne. Sauf abus de langage, le tissu cérébral ne renferme rien de tel que les lois du code civil, les préceptes moraux de l'évangile, les règles de politesse, etc. Réciproquement, le libre arbitre de la personne s'exerce dans un environnement qui contient les conduites intentionnelles des autres personnes, et aussi les formations sociales, bien entendu, mais pas, ou en tout cas pas directement, les événements ni les processus dans les cerveaux de ces personnes. Ignorer cela nous condamnerait à retomber dans les oppositions grossières entre partisans de la liberté présumée ennemie de la science et partisans du déterminisme complètement identifié avec l'institution scientifique. Pour autant, je ne plaiderai pas pour un pluralisme de ce qu'on appelle en philosophie les jeux de langage à la Wittgenstein, qui revient au fond à enfermer chaque langage dans son système, dans son contexte de langage particulier, ce qui évidemment mettrait fin au dialogue. D'un côté, il y aurait les scientifiques qui parleraient entre eux, et de l'autre, les gens du commun qui parleraient aux bouchers, aux charcutiers, aux boulangers, etc., mais pas aux scientifiques. Pour préciser la question, j'aimerais vous inviter à distinguer deux concepts de liberté, sans faire allusion trop à la tradition philosophique. Deux concepts de liberté. D'une part, il y a, disons, moi c'est une proposition que je fais, il y a liberté négative, c'est-à-dire ce qu'on peut entendre par absence de contrainte d'aucune sorte, soustraction de tout type d'influence, aussi bien les influences externes que les influences internes, du genre passion, désir, pulsion, etc. Et en face de cela, j'aimerais opposer une liberté positive, qui consiste à agir par soi-même. C'est-à-dire la liberté qu'on a quand on a le sens d'être source d'une influence causale, une influence qui change les choses, et qui est effective, réelle et non illusoire. Voilà ce que j'entends par liberté, ce qu'on peut entendre par liberté positive. Eh bien, le progrès des connaissances sur le fonctionnement du cerveau peut apparaître comme une menace pour, dans ces deux concepts, la liberté négative. Pourquoi ? Eh bien parce que ce progrès de connaissances révèle l'existence de mécanismes sous-jacents à la volonté et à la conscience. Bien entendu, cette menace est quand même limitée, car nul biologiste sérieux, nul neuroscientifique sérieux ne prétend réduire le vivant humain en particulier, au substrat, au support physico-chimique de son cerveau. En revanche, la liberté positive semble devoir retirer un soutien du même progrès des connaissances sur le cerveau. Pourquoi ? Parce que ce progrès confirme que l'individu contribue effectivement par ses actes et par son expérience de toute la vie au façonnement de son être matériel, y compris de son cerveau. Un pouvoir qui est néanmoins limité par le fait qu'il y a une équilibration, un équilibre fragile entre ce qu'on appelle la plasticité neuronale, le fait que le cerveau change constamment, et la dégénérescence neuronale, la mort des neurones, et donc du cerveau. Alors, là-dessus, je grefferai quelques réflexions. Je vous l'arrêterai quand ce sera nécessaire. Une petite peur du XXIe siècle. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle, depuis déjà quelques années, un mouvement issu de la psychologie scientifique, expérimentale, qu'on appelle les sciences cognitives. Ces sciences cognitives ont commis l'erreur, me semble-t-il, du moins on peut penser ainsi, de plaquer, de projeter une certaine conception du déterminisme. Le déterminisme issu de la physique classique, c'est-à-dire tel qu'il a été exprimé par Laplace, sur la représentation courante du cerveau comme une machine, comme un ordinateur, inspiré d'un savant génial anglais qui s'appelle Turing, qui avait découvert ou conçu plutôt, ce qu'on appelle la machine de Turing, c'est-à-dire l'idée abstraite d'une machine totalement automatique, privée de toute espèce d'initiative, mais capable de calculer toute fonction. Et cette idée inspire une grande partie des neurosciences contemporaines.
le cerveau, on parle même de neurocomputation. C'est-à-dire, on entend le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des cellules cérébrales, des neurones, comme un calcul. Et alors, quand on conçoit ce calcul, ce cerveau qui calcule, ce cerveau ordinateur, sur le modèle du déterminisme classique, qui était inspiré plutôt, non pas par les ordinateurs, bien entendu, mais par les horloges, eh bien, il en résulte une peur. Ça peut inspirer la peur que la conduite des personnes, et toutes les personnes elles-mêmes, en elles-mêmes, finalement, ne soient complètement programmées et donc calculables. Et donc, une sorte de crainte de cette peur. Cette peur se renforce par la popularisation de l'imagerie cérébrale. On voit beaucoup d'images d'imagerie cérébrale qu'on interprète dans le grand public, aux journalistes de vulgarisation, un peu à travers, et en particulier, on y voit un outil pour scruter l'esprit des sujets, de façon à prédire, bientôt à contrôler leur conduite. Donc quand on rassemble ces deux aspects, une sorte de conception du cerveau ordinateur totalement déterministe, il y a deux types d'ordinateurs, l'ordinateur déterministe et l'ordinateur qui ne sont pas, avec l'imagerie cérébrale, on peut donc avoir cette crainte d'être un jour complètement calculable. Bon, une conception traditionnelle. Nous ne sommes pas, c'est un fait, nous ne sommes pas conscients d'avoir un cerveau. Nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe dans nos crânes. Néanmoins, nous n'en avons pas moins des préjugés, des tas de préjugés sur l'usage que nous faisons du cerveau. Le cerveau, alors j'énonce ces préjugés, le cerveau serait isolé et enfermé dans une boîte crânienne, avec une entrée, ou des entrées, des sensations, et une sortie, ou des sorties, des mouvements. Les sensations apporteraient au cerveau l'information sur les événements de l'environnement physique. Les mécanismes cérébraux transformeraient cette information et la transmettraient au monde. Et comme il faut voir le monde comme il est, pour pouvoir agir efficacement, eh bien tout ce processus devrait être essentiellement passif, univoque et déterministe. Ces opinions vulgaires trouvent un écho en sciences cognitives, c'est-à-dire en psychologie, ou ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon philosophie of mind, philosophie d'esprit. En particulier, j'évoquerai à ce propos le livre très célèbre La modularité de l'esprit, The Modularity of Mind, du philosophe psychologue, disciple pendant un temps de Noam Chomsky, Jay Fodor. En gros, ses positions sont les suivantes. La tâche des sciences cognitives, disons de la psychologie scientifique, serait, d'après lui, d'expliquer le fonctionnement des systèmes d'entrée, je parlais tout à l'heure d'entrée, de sensation, d'input, et non pas des systèmes d'output. On néglige un peu la sortie motrice. Les systèmes d'input sont des mécanismes spécialisés pour permettre au sujet la représentation d'objets externes qui sont à la source des stimulations qu'il reçoit du monde extérieur. Des stimuli spécifiques déclenchent ce système et nous permettent, par exemple, d'entendre dans des sons musicaux, des sons dans l'environnement qui approche de nos oreilles, nous entendons une phrase, par exemple. Entendre une phrase, entendre des sons comme une phrase. Ou alors de voir une scène avec des couleurs, des lumières, etc., voir comme objet dans l'espace. Ou encore une configuration, une structure, on reconnaît un visage. Donc ces systèmes plaqueraient une interprétation sur des sensations, sur des entrées d'informations. Tout le reste, en dehors de tout ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de représentation intermédiaire, comme on dit, serait inconscient. L'image rétinienne, nous ne la voyons pas, nous voyons les objets, les formes acoustiques, les structures de phrases qui organisent les sons de la parole, nous ne les voyons pas, nous voyons seulement le résultat de l'interprétation par ces systèmes. L'analyse sensorielle, par ces mécanismes inconscients, est univoque, ça va toujours dans le même sens. Ça va des stimuli reçus du monde extérieur vers les percepts, les interprétations des stimuli. Et il n'y aurait jamais, d'après Fodor, du moins ça fait partie de sa doctrine, il n'y aurait jamais d'influence rétroactive des connaissances qu'on a, des croyances qu'on a, des actions qu'on accomplit, des décisions qu'on fait
sur les informations. Bien, dans les neurosciences, on retrouve cette même tendance. C'est le modèle de computation linéaire et hiérarchique. Il y a deux concepts que je retiendrai à cet égard des neurosciences proprement dites. Il y a d'une part la notion de codage neuronal. En très gros, qu'est-ce que c'est que le codage neuronal? C'est quand on considère les cellules individuelles, les neurones, les cellules qui composent le cerveau, une activation sélective par l'émission d'une décharge électrique qu'on appelle potentiel d'action en réponse à l'entrée du stimulus dans le champ récepteur d'une cellule. Par exemple, une cellule du cortex visuel ou même une cellule de la rétine est spécialisée pour scruter ce qui se passe dans une petite région du champ visuel. Et quand un stimulus, un objet quelconque, entre dans cette région, la réponse de la cellule, l'activité de la cellule, c'est une décharge électrique. Et c'est la base de ce qu'on appelle le codage neuronal, qui est la correspondance stricte, étroite, entre un objet du monde extérieur, si vous voulez, un stimulus, et une décharge d'une certaine cellule placée à un certain endroit dans le cerveau. Cela a été formulé de manière précise par Hubel et Wiesel sous la forme de leur étude du cortex visuel du chat. Ils ont découvert qu'il existait ce qu'ils appelaient des cellules simples, des cellules qui déchargent pour des éléments du paysage environnant. Une ligne, un contraste, un petit objet qui se déplace, et ça suffit pour déclencher l'activité de la cellule. D'autre part, j'aimerais évoquer également l'hypothèse du neurone grand-mère. L'hypothèse de Barlow, il appelait également ce neurone grand-mère neurone cardinal, c'est-à-dire un neurone qui est dédié au codage d'un concept de niveau élevé, un concept complexe. Et ça peut suggérer la crainte que le rôle du sujet pensant comme responsable de ces actes ne soit en fait repris à leur compte par les cellules du cerveau situées au sommet de la hiérarchie du traitement neuronal. C'est-à-dire, les cellules simples envoient leurs informations vers des cellules de plus en plus complexes, et il y aurait une cellule hyper complexe qui coiffe toute la hiérarchie et qui, au fond, reconnaît, par exemple, dans le cas de la grand-mère de la personne. Et cette cellule rassemblerait toutes les informations concernant la personne de la grand-mère. Et donc, si cette cellule mourait, disparaissait, la personne serait incapable de reconnaître sa grand-mère. C'est ce qu'on appelle le neurone grand-mère. Donc, en prenant cette notion de codage neuronal et cette hypothèse du neurone grand-mère, on aboutit, alors là je vais aller très vite, je passe là-dessus. Voilà, l'hypothèse de Barlow. Je traduis un passage d'un article de ce scientifique très respectable. Est-il pensable, dit-il, je traduis, est-il pensable que la décharge d'un unique neurone soit suffisante pour déclencher une décision importante, comme par exemple de stopper au feu rouge? Et il dit, je suggère qu'il suffit d'un neurone, ce qu'exprime l'hypothèse de liaison psychophysique suivante. Toutes les fois qu'on peut distinguer deux stimuli, que ce soit dans la vie normale ou dans une expérience psychophysique, l'analyse des impulsions se produisant dans un neurone unique doit permettre de distinguer ces stimuli avec une fiabilité égale ou supérieure. Les cellules nerveuses sont le seul moyen connu de combiner des informations en provenance de différentes parties du cerveau. Cette opération peut donc être réalisée par une cellule. Et si l'on pouvait enregistrer la cellule en question, on obtiendrait des résultats au moins aussi bons que ceux de l'animal entier. Alors voilà, j'illustre ce que j'appellerais le modèle standard. D'un côté, vous avez les stimuli physiques, ou les données sensorielles, par exemple, un éclair lumineux, un son, une impression tactile. Ensuite, vous avez au centre le cerveau humain, qui obéit dans son fonctionnement au temps physique, au temps du chronomètre, qui suit la loi de la causalité et qui ne contient que des processus de transformation d'informations. On peut également prolonger cette illustration en parlant de l'induction scientifique. Le processus de la
connaissance scientifique fonctionnerait aussi de la même manière. Ensuite, en sortie, vous avez une description classique du monde, c'est-à-dire le monde physique, avec les corps dans l'espace, les comportements qui changent les événements dus à l'action humaine. Et la psychologie cognitive qui revient de l'image scientifique du monde au processus qui permet de l'engendrer, la produire. Voilà, ça c'est le modèle standard. Face à ce modèle standard, émerge actuellement, disons depuis quelques années, ce que j'appelle ce qu'on peut appeler un modèle alternatif, un modèle de rechange. Essayons de le caractériser très rapidement. Depuis une vingtaine d'années, les progrès des neurosciences ont mis en question la priorité de la sensation par rapport à l'action. L'action n'a plus la fonction subordonnée d'une sortie motrice en bout de chaîne du traitement d'informations cognitives. Autrefois, exécutant passif d'ordre élaboré à un niveau supérieur, le système moteur se voit maintenant attribuer une multiplicité de fonctions. L'action, outre le mouvement des membres, est aussi formation d'intention, interprétation des informations sur la localisation des cibles, des objets que je veux atteindre, sur la forme des objets, la motivation, programmation, décision, etc. L'action exerce une influence proactive et rétroactive sur la perception. Et je vous donne une petite bibliographie: Francisco Varela, Rodolfo Linas, Alain Berthoz, plusieurs ouvrages, et en particulier le livre que j'ai écrit avec Alain Berthoz, Phénoménologie et physiologie d'action, Giacomo Rizzolatti, inventeur du neurone miroir, et ainsi de suite, et d'autres auteurs encore. Action incarnée et cognition située. Toujours pour développer ce nouveau modèle, je dirais que on peut parler de l'acte d'un vivant, qui est la source de toute connaissance, de toute cognition. Les capacités du cerveau projettent un monde. Le monde perçu intègre les effets actuels ou les effets simulés des mouvements du vivant. Le monde perçu diffère essentiellement du monde réel, entendu habituellement au sens physique. La tâche des neurosciences cognitives devient élaborer une conception dynamique et fonctionnelle qui rende compte du fait que le cerveau, qui est un objet physique, un objet du monde physique, puisse nous rendre capables de constituer activement un monde perçu, et sur la base de ce monde perçu, nous permettre l'idéalisation d'un monde physique. Alors, quelques conséquences critiques de ce changement de paradigme, de ce changement de modèle. Prenons d'abord le dogme centre-périphérique. Centre, c'est le lieu des mécanismes fondamentaux du cerveau, et périphérie, c'est les sensations tactiles, audition, vision, etc. La tendance à modulariser, je reprends l'expression de Gérald Fodor, un maximum de processus périphériques, les yeux pour voir, reconnaître les formes visuelles, par exemple, fait reculer, sans le résoudre, le problème de la liaison de ces processus en une conscience d'objet. Désormais, il n'y a plus de représentation qui soit supramodale, c'est-à-dire qui soit ni visuelle, ni auditive, ni tactile, et qui serait supportée par un neurone grand-père ou neurone grand-mère. On est sensible désormais au fait que les cellules complexes et simples sont entrelacées, les cellules à champs récepteurs multimodaux, qui sont aussi bien des champs récepteurs tactiles, des champs récepteurs visuels, des champs récepteurs auditifs, etc., se chevauchent avec les cellules qui n'ont qu'une seule modalité. Et enfin, on découvre de plus en plus de témoignages de la rétroactivité du fonctionnement, modification de la sensibilité des capteurs sensoriels par des influences centrales. C'est influence de la volonté, influence de l'apprentissage, influence de l'attention. Autre préjugé, on n'oppose plus, ou on oppose de moins en moins, réceptivité sensorielle et mouvement moteur. Le traitement des informations sur l'extérieur et la transformation de ces informations ne résument pas l'activité du vivant. Il y a intermittence de l'information, mais il y a continuité de l'acte. Le vivant est continu. Il n'y a pas de frontière entre sensation et action. L'action n'est pas seulement l'intégration motrice des comportements, comme on disait autrefois. Par exemple, les aires de la sensibilité visuelle, que j'appelle aires visuelles primaires, qui reçoivent directement les influences de la rétine, peuvent être modifiées, modulées
par l'attention, l'orientation de l'attention. Il existe ce qu'on appelle une théorie motrice de l'attention. C'est-à-dire la région à laquelle l'organisme s'intéresse, quand il explore un environnement, est déterminée d'avance par une intention. Il y a une intention qui vient de l'intérieur, qui, en quelque sorte, préfigure ou configure la région d'intérêt dans l'environnement. L'action n'est pas une somme, mouvement plus représentation. L'action peut être directement perçue sans analyse sensorielle ni inférence, par une résonance entre le répertoire moteur de l'observateur et le sujet qui agit. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Également, il y a lieu d'en finir avec le dogme vertical-horizontal qu'on trouve dans l'ouvrage de Jerry Fodor. L'opposition modulaire, périphérique et centrale suppose une organisation verticale en facultés et en systèmes centraux qui n'ont plus de caractère. Alors, en fait, on est de plus en plus sensible au caractère oblique de l'organisation. L'organisation est en boucle fonctionnelle, qui ne sont ni modulaires parce qu'elles sont enchevêtrées, modulaires, ça veut dire isolées les unes des autres, parce qu'elles sont enchevêtrées, ni parallèles parce que les projections d'un centre à un autre, d'un centre cérébral à un autre, concernent des parties distinctes de ces centres. Il y a une circulation des foyers d'activation, des foyers d'activité dans ces boucles. Il y a un accroissement de valeurs affectives, valeurs pratiques, valeurs cognitives, qui sous-tend le flux des vécus de l'expérience subjective. On peut dire que l'action procède à l'intégration des trois pôles, corps, esprit, cerveau. Je passe là-dessus. Donc il faut repenser désormais la relation esprit-corps en fonction de la nouvelle conception du cerveau en âme, comme une architecture fonctionnelle, et pas seulement anatomique, on oppose fonction et anatomie, avec une influence modulatrice qui donne sens, qui n'est pas purement causale, avec une circulation en boucle à travers les multiples circuits entrelacés du cerveau d'un organisme actif. Ce mouvement n'est pas une simple quantité d'énergie qui croît d'un instant à un autre et qui se déplace d'un lieu à un autre jusqu'à la sortie motrice vers le mouvement. Il y a un continuel enrichissement en modalités nouvelles du profil d'activité des noyaux qui va des noyaux de la base du cerveau où s'organise la motivation jusqu'au centre d'association, qu'on appelle d'association, du cortex cérébral, en dépit de la distance entre ces régions du cerveau. On peut parler, avec Jean Petitot en particulier, d'une morphogénèse du sens de l'action. Le sens de l'action se construit à partir de cette activité autonome du cerveau, et cette action à son tour produit du sens en donnant aux choses et au monde un sens pour l'agent. Voilà un schéma que j'emprunte à Edmund Ross des différentes boucles par lesquelles s'organise l'activité qui débouche sur le mouvement de l'organisme. Vous voyez, vous distinguez en particulier de gauche à droite un circuit moteur, ensuite un circuit de la motricité des yeux, oculomoteur, un circuit de l'élaboration des décisions préfrontales, un circuit temporal qui associe les formes, en particulier visuelles, avec les mouvements, et un circuit limbique, c'est le circuit du plaisir ou de la motivation, à temps de récompense et de punition. Et ces circuits parcourent ou traversent les différentes régions qui vont du cortex cérébral et qui retournent au cortex cérébral en passant par la base du cerveau avec les ganglions de la base, en particulier qui sont responsables de l'initiation des mouvements. J'ai mis en rouge la substantia nigra, si on a le temps on y reviendra. Ce noyau des ganglions de la base est déterminant pour l'initiation des mouvements. Ensuite le thalamus, qui est une sorte de centre de convergence et de redistribution de toutes les influences du monde extérieur, sensoriel, et en retour au cortex cérébral. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est que ces boucles, ces circuits sont entrelacés, enchevêtrés. Et on ne peut plus parler de processus linéaire, hiérarchique, univoque, c'est-à-dire qui va toujours dans le même sens, qui va de l'extérieur vers l'intérieur, de la base vers le sommet, et donc on a ici une possibilité de donner
valider, de légitimer un concept positif de liberté. C'est ce que. Alors, je vous donne une image de ce modèle alternatif, beaucoup plus complexe. On commence à gauche par l'urbain, l'environnement, qui n'est pas seulement physique, il y a bien entendu des stimuli physiques, mais il y a les aspects du monde, il y a les Gestalt, les formes, il y a ce qu'on appelle les affordances, c'est-à-dire un objet que je peux prendre à l'affordance de pouvoir être pris, capacité d'être pris. Il y a les significations, parce qu'il y a les significations verbales de la parole, etc. Et tout cela implique non seulement les récepteurs, les oreilles, le système auditif, visuel, etc., mais également les effecteurs, en particulier les affordances, les utilisabilités des objets, la capacité des objets, une chaise pour s'asseoir, un sol pour se mettre debout, et ainsi de suite. Les capacités d'usage des objets renvoient à nos effecteurs de mouvement, c'est-à-dire à nos muscles, à nos capacités de nous mouvoir. Le système interne comporte motivation, interaction, anticipation, projection, simulation, empathie, etc. Beaucoup plus riche donc qu'une simple élaboration d'informations. Et vous voyez que les flèches sont circulaires. Voilà. Il y a également, alors je n'insiste pas, non seulement fonctionnement isolé du cerveau, mais intersubjectivité. Et enfin, on débouche sur une pluralité de descriptions du monde, dans lesquelles la description physique du monde, qui ne retient que les mouvements et les choses matérielles, n'est que l'une des descriptions possibles. Et alors ça donne une correspondance entre la nouvelle neurophysiologie de l'action et en particulier la théorie motrice de la perception. Alors, maintenant, ce qu'il y aurait lieu de faire, c'est de regarder de trouver une exemplification dans les travaux empiriques de ces deux modèles. Alors, combien de temps on peut encore? Alors, je passerai très rapidement là-dessus. Voilà. Il me semble qu'une série de travaux contemporains donne une réalisation empirique tout à fait exemplaire de cette nouvelle façon de concevoir l'organisme. En particulier, le thème important, c'est le thème de la plasticité cérébrale. Plasticité cérébrale, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler en termes vulgaires la malléabilité du cerveau et dans son fonctionnement. Et en particulier sous l'influence, sous l'impact d'activités qui peuvent paraître tout à fait internes, tout à fait intérieures, comme l'orientation de l'attention et la conception d'intention. Notre organisme, le cerveau de notre organisme, peut être modifié par l'action, l'attention et l'intention. C'est un point tout à fait important. Donc, on peut parler de l'influence modulatrice centrale de l'attention sur la représentation dans les cartes corticales du corps. Et j'aimerais souligner les travaux, en particulier d'un grand chercheur qui s'appelle Michael Merzenich, chercheur américain, qui a établi justement qu'il y avait réellement une influence de l'attention volontaire sur la plasticité des cartes sensorielles de la représentation du corps dans le contexte cérébral. Je vais présenter ça tout de suite. Je vous donne un extrait d'un article tout à fait suggestif. Dans une large mesure, nous choisissons tout ce dont nous voulons avoir l'expérience. Nous choisissons les détails auxquels nous voulons faire attention. Nous choisissons comment nous réagirons sur la base de nos expectatives, de nos projets et de nos sensations. Et ensuite, nous choisissons ce que nous voudrons faire comme résultat. Nous comprenons aujourd'hui que l'expérience associée avec l'attention aboutit à des changements physiques dans la structure et le fonctionnement futur du système nerveux. Cela nous amène un fait physiologique tout à fait évident, un fait
qui est exactement la confirmation mécaniste de ce dont on a l'expérience quotidienne. De moment en moment, voilà le point le plus important, nous choisissons et nous sculptons comment nos esprits toujours changeants vont travailler. Nous choisissons qui nous voulons être au prochain moment, dans un sens tout à fait réel. Et ces choix sont imprégnés dans une forme physique dans nos êtres matériels. Voilà, alors en ce qui concerne les images du corps, c'est les images, les cartes motrices et sensorielles classiques de Penfield qui remontent aux années 30 à 50. À gauche, vous avez le corps donc sur le sillon central, de part et d'autre sur chaque hémisphère, le sillon central. Vous avez les représentations des sensations des différentes parties du corps, et à droite, vous avez les représentations des mouvements du corps. Mais cette image est tout à fait trompeuse, car en effet, elle ne rend pas compte du caractère plastique de ces représentations internes du cerveau. Et voilà toute une série de faits qui concernent donc les enregistrements qu'on a fait principalement sur les singes, qui montrent que quand on apprend aux singes à récupérer des boulettes de nourriture, etc., avec ses doigts, cela modifie très, très significativement les cartes de représentation de ces mains, par exemple. Tout cela. Alors ça, c'est une image de champ récepteur qui associe des neurones capables de scruter l'environnement, de recevoir des informations de l'environnement et de l'environnement proche, visuel, et également des sensations tactiles. Et ce travail tout à fait intéressant d'un chercheur japonais qui s'appelle Hiriki montre que le singe à qui on apprend avec un râteau à récupérer des boulettes de nourriture, chose qu'il ne fait pas dans son environnement naturel, quand il a l'intention d'utiliser le râteau, cela modifie le champ récepteur de certains de ces neurones, qui sont à double champ récepteur, tactile et visuel, et ce champ récepteur qui était centré sur la main s'allonge dans l'axe du râteau, pendant le temps que l'intention est en vigueur. Et ceci se prouve qu'il y a un changement, y compris biologique, dans la région du cerveau concernée, qui est tout à fait mesurable. Il y a ce qu'on appelle des facteurs neurotrophiques qui sont augmentés dans les régions intéressées. Alors ici, je voudrais terminer avec cette image d'un cerveau moyen des pianistes, des violonistes. La main gauche des violonistes a subi un entraînement particulièrement intense, et d'autant plus intense que cet entraînement a commencé plus tôt, et il en est résulté un phénomène de plasticité cérébrale, des représentations, vous voyez les flèches noires et les flèches jaunes à gauche en haut sur la représentation du cerveau, les images du pouce et du petit doigt sont modifiées très significativement chez les joueurs d'instruments à cordes. Voilà, j'arrête ici. Donc, c'est des données empiriques qui prouvent que les neurosciences s'orientent dans le sens de ce nouveau découverte. Merci. Alors, je donne maintenant la parole à Peter Clark pour traiter cette même question, à savoir, sommes-nous vraiment libres ? Merci. La première fois que j'étais dans un débat, c'était en Suisse, et ma fille m'a dit, mais est-ce que ça va être un débat du style britannique? Vous remarquez que je suis britannique de souche. Ou est-ce que ça va être un débat suisse?
Et j'ai dit, quelle est la différence? Elle a dit que le débat britannique, chacun tape l'autre sur la tête avec des arguments trash. Un débat suisse, on va prendre une fondue ensemble et on décide qu'en fait, on est d'accord. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être en France? Et je pense que chacun parle sur un sujet différent. Parce que Jean-Luc a expliqué que il y a le libre arbitre, l'aspect positif et l'aspect négatif, et lui a parlé de l'aspect positif, et moi je vais parler de l'aspect négatif. Le problème du déterminisme cérébral est le libre arbitre. Comme chrétien attaché à la Bible, je remarque que partout dans la Bible, l'homme est considéré comme étant responsable pour ses actions. Alors la question c'est, est-ce que les neurosciences soulèvent un problème pour cette conception de l'homme, en montrant que les neurones marchent selon les lois de la physique presque déterministes? En fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème du déterminisme et de l'indéterminisme pour le libre arbitre. Pour le déterminisme, si nos cerveaux fonctionnent de façon déterministe, notre comportement doit être prédéterminé, alors pouvons-nous être libres? Comment pouvons-nous être responsables de nos choix s'ils sont prédéterminés? Mais également, si nos neurones agissent de façon aléatoire, nous ne serions pas responsables dans ce cas non plus. Alors, je ne vais pas traiter cette deuxième question, je vais me concentrer sur la première, le problème du déterminisme. Mais il est important de comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de déterminisme. Il y a le déterminisme social. Je suis l'esclave de mon environnement social parce que j'ai été élevé dans un mauvais quartier, j'ai aucune possibilité d'avoir un bon poste à l'université, j'ai pas suivi les bonnes écoles. Ou le déterminisme psychanalytique, je suis esclave de mon inconscient. Ou peut-être la prédestination de Dieu, je suis l'esclave de la prédestination. Mais ça n'a pas grand-chose à faire avec les neurosciences, donc je ne vais pas aborder ça. Déterminisme, passer une mauvaise habitude, celui qui se livre au péché est l'esclave du péché, dit Jésus. Ou déterminisme génétique, je suis esclave de mes gènes. Mais là, aussi l'environnement, tout le monde sait que les jumeaux identiques ne sont pas totalement identiques. Donc, finalement, je vais me limiter à deux sujets. Le déterminisme physique appliqué au cerveau. Mon cerveau est l'esclave des lois de la physique. Et le déterminisme bio-environnemental, qui est le terme qu'on donne pour la combinaison de gènes et environnement ensemble. Même si les gènes ne déterminent pas tout, beaucoup de gens pensent que les gènes plus l'environnement ensemble déterminent tout. Je commence avec le déterminisme physique. Et ça, c'est le sujet que les philosophes ont le plus débattu. Et j'essaie de traiter dans quelques minutes ce que les philosophes remplissent des livres de centaines de pages et n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, vous comprenez, on ne va pas résoudre la question aujourd'hui. Mais l'idée est que les lois de la physique, qui sont presque déterministes, déterminent le cerveau. Il y a trois positions principales. D'abord, il y a le compatibilisme, qui dit que le déterminisme est vrai, même pour le cerveau, mais c'est pas grave parce qu'il est compatible avec le libre arbitre et la responsabilité humaine. Et peut-être ça vous surprend, mais la plupart des philosophes qui abordent cette sorte de questions sont d'accord sur le compatibilisme. Je vais revenir là-dessus. Autrement, on a le contraire, l'incompatibilisme qui se divise en deux sortes. Il y a le déterminisme dur, qui dit que le déterminisme est vrai, le libre arbitre est donc une illusion. Ou les libertariens qui disent nous avons du libre arbitre, mais ceci est incompatible avec le déterminisme qui doit donc être faux. C'est ça les trois positions. Et une partie de la différence entre ces positions
c'est qu'il y a des différences entre la définition de libre arbitre. Et je prends juste deux définitions. En fait, j'ai pris de dictionnaire anglais parce que les dictionnaires français étaient un peu plus nuancés, moins extrêmes. Mais dans les cas que j'ai pris, vous voyez qu'une définition est carrément compatibiliste et l'autre est incompatibiliste. La définition prise de Free Dictionary dit la capacité, donc le libre arbitre, est la capacité de faire des choix libres sans être contraint par des influences externes. Ce mot externe est très important. Tandis que la définition du Handbook of Psychological Terms dit que le libre arbitre est les choix que l'on considère non déterminés par le système nerveux ou par d'autres causes physiques. Donc ça parle de toutes les causes, que ce soit interne, cerveau externe, des influences extérieures. On a deux définitions différentes. Donc c'est pas juste arbitraire que les gens ont pris l'une définition ou l'autre. Ils ont beaucoup argumenté pour justifier que c'est bien de prendre une définition ou l'autre. Mais c'est important de comprendre que la différence de définition est une grande partie du débat. J'aimerais expliquer un peu plus comment on peut être compatibiliste. Quelle est la différence entre une contrainte externe et le déterminisme interne? Imaginons qu'il y a un jeune garçon qui a cassé la fenêtre et il dit à son père fâché, j'ai cassé la fenêtre parce que ma sœur m'a obligé de la faire. Elle m'a poussé. Un autre garçon dit, c'était pas ma faute non plus, j'ai cassé la fenêtre parce que mon cerveau m'a obligé de le faire. Et je crois que vous voyez que les deux phrases sont différentes. Dire que ma sœur m'a obligé de le faire ou mon cerveau m'a obligé de le faire, c'est deux sortes de phrases différentes. Parce que si mon cerveau ne m'a pas obligé de le faire, alors je ne suis pas responsable. Donc c'est bizarre de dire que je ne suis pas responsable parce que mon cerveau m'a obligé de le faire. Voilà, c'est ça que je viens de dire. Les arguments compatibilistes classiques mettent l'accent sur le fait qu'un vrai choix dépend des causes. J'ai choisi le café parce que je préfère le café au thé. Donc le fait qu'il y a une causalité, un déterminisme, n'est pas contre le libre arbitre, au moins dans ce cas. David Hume, le grand philosophe anglais qui a quand même écrit ces mots en France, il adorait la France, il a écrit quand les actions ne procèdent pas de quelque cause dans le caractère et les dispositions de l'homme qui les accomplit, elles ne peuvent contribuer à accroître son honneur si elles sont bonnes, ni son infamie si elles sont mauvaises. La causalité est essentielle pour la responsabilité. Donc, selon les compatibilistes, le libertarianisme serait basé sur une confusion linguistique. La liberté est opposée non pas au déterminisme, mais à la contrainte. Maintenant, la plupart des philosophes étaient d'accord là-dessus en 1950 et en 1960, mais vers 1980, il y a un événement qui a relancé le débat. C'était l'argument de la conséquence qui était proposé par plusieurs autres philosophes, y compris Peter van Ingraden. Il a écrit « Si le déterminisme est vrai, alors nos actes sont les conséquences des lois de la nature et d'événements appartenant au passé lointain, mais ni ce qui a eu lieu avant notre naissance, ni les lois de la nature ne sont des choses qui dépendent de nous. Il en suit que les conséquences du passé et des lois, y compris nos actions, ne dépendent pas de nous. » Et les philosophes ont pris attention à cet argument, et certains ont été convaincus. Donc l'incompatibilisme a été renoncé par Peter van Ingraden et d'autres. Mais j'aimerais quand même indiquer une chose, que
il parle de quelque chose de très loin. Il parle de déterminisme par le passé lointain, par les événements avant notre naissance. Alors, comme neurobiologiste, je pense que le cerveau marche de façon presque déterministe, selon les lois de la physique, sur des échelles de temps, de secondes, d'heures, ou peut-être de jours. Mais depuis le passé lointain, depuis avant que j'étais né, dont personne n'a fait des expériences pour étudier ça, c'est quand même assez osé d'affirmer qu'on a un rigide déterminisme depuis avant que je n'étais né. Je ne pense pas que la science est dans une position de dire qu'il y a une telle précision de déterminisme. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais on n'est pas encore dans une position de l'affirmer. Mais maintenant, on change de sujet à cette autre sorte de déterminisme où on ne pense plus aux lois de la physique, mais aux gènes et à l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gènes et l'environnement, c'est moi. Quand une de mes filles était petite, nous avons grondé à table et elle a dit, alors il y a deux possibilités. Si je me comporte mal, c'est soit génétique, en ce cas ça vient de vous, c'est soit j'ai été mal élevé, en ce cas c'est de votre faute. C'est ça, c'est les gènes et les environnements déterminent moi. Et quand on lit beaucoup d'articles psychologiques pour déterminer qu'est-ce qui détermine l'intelligence, qu'est-ce qui détermine toutes sortes de choses, on présume à peu près cela. Donc c'est ça. J'ai 57 ans génome, je connais tout ton environnement. Je n'ai pas choisi mon génome, je n'ai pas pu contrôler mon environnement. Suis-je donc libre, responsable? Mais je crois que c'est faux. Je ne crois pas que je suis entièrement déterminé par les influences génétiques et environnementales. Il y a toutes sortes de données expérimentales, je vais aller vite ici, mais on a élevé différentes sortes d'insectes isogéniques. Donc on arrive à faire des insectes qui sont tous génétiquement identiques. On les élève dans un environnement aussi identique que possible et on trouve des différences non négligeables entre les cerveaux de ces insectes. Des différences dans la connectivité du cerveau, des différences dans la morphologie des neurones, dans les positions des neurones, des choses comme ça. Il y avait un livre qui est sorti en l'an 2000 par Finch et Kirkwood qui a introduit le terme chance intrinsèque. Donc quelque chose qui n'est déterminé ni par les gènes, ni par l'environnement. Et je dirais parfois le mot bruit, ça serait un peu le mot des ingénieurs. Et l'idée est que moi je suis déterminé par les gènes partiellement, par mon environnement partiellement, mais aussi par la chance intrinsèque. Mais qu'est-ce qui cause la chance intrinsèque? En grande partie, c'est le bruit thermique. À une température en dessus du zéro absolu, tous les molécules, tous les atomes sont en train de bouger. Et ces mouvements moléculaires sont responsables pour la diffusion. S'il n'y avait pas cette diffusion, aucune cellule dans le corps ne pourrait marcher. Mais ces mouvements ne sont pas déterminés par la génétique ni par l'environnement. Et même à l'intérieur des molécules, il y a des vibrations, il y a des molécules qui se tordent, changent de forme. Et ça, c'est aussi le bruit thermique. Alors, est-ce que ce bruit thermique est important pour les cellules? On est sûr que ça existait depuis très longtemps. Mais c'est surtout lors des 10 dernières années qu'on a compris que ce bruit thermique est très important pour le fonctionnement des cellules. Je donne juste un exemple. Ici, vous voyez en bas, région codante du gène qui contient l'ADN. Ça fait l'ARN messager
qui va diffuser en dehors de la cellule pour aller vers un ribosome, pour être transformé en protéine. Alors, ce mouvement entre la région codante du gène jusqu'au ribosome, c'est aléatoire. C'est complètement aléatoire. C'est des mouvements, des molécules qui se tapent l'un contre l'autre. C'est le bruit thermique qui fait qu'il y a ce mouvement. Et par hasard, finalement, une de ces molécules va arriver au bon endroit. C'est juste un exemple, mais cette sorte de phénomène au hasard, on a pu montrer que c'est vraiment important pour les cellules. C'est pas juste une chose négligeable, c'est vraiment important. Un autre exemple, dans les canaux ioniques, les neurones sont contrôlés par l'électricité, on peut dire. Mais cette électricité, ça dépend du mouvement d'ions, donc des molécules chargées qui entrent ou sortent dans la cellule à travers des canaux qui sont composés de plusieurs protéines collées ensemble. Et ils doivent passer par ces canaux, et ces canaux s'ouvrent et ferment tout le temps à cause du bruit thermique. Donc déjà, la diffusion des ions, ça dépend du bruit thermique. L'ouverture et la fermeture des canaux dépend partiellement du bruit thermique. Et ça va faire une différence pour le fonctionnement des neurones, surtout pour les petits neurones. Et en fait, il a été calculé qu'un neurone de plus petit que 3 microns, le bruit thermique dans un seul canal, une seule ouverture spontanée, pourrait produire un potentiel d'action. Donc ça serait impossible. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas de neurones plus petits que 3 microns. Donc mon message est seulement que ce bruit thermique, c'est vraiment important. Alors j'arrive aux conclusions. Concernant le déterminisme physique, j'accepte les arguments des compatibilistes sur une échelle de temps courte. Par exemple, le temps pour faire un choix. Quand je choisis du café ou du thé, ça dépend du... Ça se fait dans quelques secondes, et je pense que ça peut être considéré dépendre des actions entièrement déterministes du cerveau. Mais tout en disant cela, je ne pense pas qu'on peut dire que les choix que je fais aujourd'hui ont été déterminés depuis le moment de ma naissance. Pour moi, il n'y a pas de données suffisantes pour prouver cela. Maintenant, pour le déterminisme bio-environnemental, donc il y a des gens qui écrivent des articles en disant que personne n'est responsable parce que nous sommes tous déterminés par une combinaison de gènes et environnement. Par exemple, deux Américains, Joshua et Green, Joshua Green et Cohen, ont publié plusieurs articles qui ont une grande influence. Les gens disent ça vraiment, mais ce déterminisme bio-environnemental est refuté par les résultats en biologie cellulaire des 10 dernières années, montrant l'importance du bruit thermique dans les cellules. Donc, je n'ai pas prouvé le libre arbitre, mais j'ai refuté, je pense, certains arguments contre le libre arbitre. Merci pour votre attention. Merci Peter Clark. Nous passons au temps d'échange entre les orateurs, qui sera un peu plus bref pour que le public puisse poser ses questions par la suite. Vos deux exposés ont été étonnants, particulièrement bousculants, j'imagine, pour beaucoup d'entre nous dans nos conceptions sur la liberté, sur le déterminisme. Je retiens notamment de vous, Jean-Luc Petit, l'idée que les processus ne sont pas linéaires, ne sont pas hiérarchisés de façon simple. C'est pas simplement nous avons des entrées, nous avons des sorties. Il y a un processus complexe qui est vraiment rétroactif et qui influence également l'interprétation des entrées. J'ai retenu de votre idée principale, Peter Clark, quelque chose d'assez étonnant, cette idée de bruit thermique qui influence vraiment les systèmes biologiques, de telle sorte que l'on a un peu peur, si on était dans un modèle, le tout premier modèle que vous proposiez, le modèle classique, où il y a des entrées et ensuite seulement des sorties,
s'il y a une telle influence du bruit thermique sur les cellules, alors finalement, nous risquerions d'être tellement indéterminés de ne plus avoir aucune responsabilité, aucun choix. Finalement, ce qui permet de pondérer l'idée de ce bruit thermique, c'est justement l'idée de complexité. Le second modèle alternatif, finalement, de deux exposés permettent de préserver une idée de liberté malgré le risque du bruit thermique. Il y a l'idée de complexité qui permet quelque chose de rétroactif et de limiter l'effet que l'influence seulement d'une petite cellule puisse complètement changer mes idées et mes décisions. C'est juste. Alors, j'aurais une question pour Jean-Luc. Il a parlé des neurones cardinaux et la théorie de Horace Barlow. Comme lui, je trouve la position de Horace Barlow un peu extrême, mais quand même, donc je vous rappelle l'idée de base. C'était un concept compliqué, comme une grammaire, pour être encodé par un seul neurone. Alors bien que je n'y crois pas, je suis quand même interpellé par des données assez récentes par un chercheur qui s'appelle Quiroga, qui a travaillé aux États-Unis. D'abord, maintenant il est en Angleterre. Et il a eu l'occasion unique d'enregistrer des cerveaux des patients d'épilepsie et enregistrer des neurones individuels, notamment dans l'hippocampe. Et ça peut sembler vraiment drôle, mais le premier neurone qu'il a enregistré, il a montré beaucoup d'images de stars du cinéma. Et il a trouvé un neurone qui ne réagissait que à des images de Jennifer Aniston. Alors, le terme est entré un peu dans le vocabulaire, un Jennifer Aniston neurone. Après, il a trouvé un neurone qui répondait à Barry Haley. Et cette fois-ci, il a eu l'intelligence de aussi mettre. Donc, c'était Jennifer Aniston vue de devant, ou de côté, ou couchée, ou habillée différemment. Pour autant que c'était Jennifer Aniston, ça déchargeait. Si c'était quelqu'un d'autre, ça ne déchargeait pas. Avec le neurone Barry Haley, il a mis le mot Barry Haley. Et ça suffisait à faire décharger le neurone. Ensuite, il a trouvé un neurone pour la tour de Pisa. Et ça déchargeait plus ou moins sélectivement pour la tour de Pisa. Mais vous serez content de savoir que quand même ce neurone déchargeait aussi pour la tour Eiffel. Donc ce n'était pas totalement spécifique pour des tours italiennes. Mais c'est quand même très étonnant. Et je crois que même Quiroga ne voudrait pas aller jusqu'au point de dire que reconnaître la tour de Pisa ou reconnaître Jennifer Aniston dépend de ce seul neurone. Mais quand même, on va drôlement dans la direction de ce que Barlow a proposé. Donc, je voudrais demander à Jean-Luc ce qu'il pense de ça, mais aussi, de toute façon, pourquoi, si c'était le cas, si on pouvait vraiment prouver qu'il y avait un neurone qui représentait, comme Barlow disait, un concept supérieur représenté dans un seul neurone, pourquoi est-ce que cela serait problématique pour le libre arbitre? Oui, il y a le phénomène qui serait le plus proche comme illustration de l'hypothèse de Barlow, c'est le face cells, les neurones de visage, qui sont effectivement au sommet d'une hiérarchie d'interprétation, si l'on peut ainsi parler, qui va des neurones visuels primaires de l'aire occipitale, qui reçoivent directement si on peut dire, les influences de la rétine, par des corpus latéraux, etc., et qui recueillent le produit de la transformation d'informations jusqu'à l'aire
disons, la région latérale du cerveau, et où l'on peut enregistrer, on a enregistré chez le singe, des neurones qui déchargent de manière sélective lorsque le singe voit dans son environnement le visage d'une personne bien déterminée. Alors, il y a même des neurones moins élevés dans la hiérarchie qui réagissent au visage de profil, de face, mais d'autres qui sont plus élevés et qui réagissent, semble-t-il, à la personne individuelle, à la présentation de la personne individuelle, à l'individualité de la personne. Mais il semble que cette organisation soit spécifique, soit spéciale au système visuel, au système de traitement des informations visuelles. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe quelque chose de comparable, pour reprendre les termes de Barlow, du côté du système moteur? Est-ce qu'il existe une cellule spécialisée dans l'arrêt au feu rouge? Et là, il ne semble pas que ce soit le cas. Enfin, il existe. On a aussi quelque chose qui peut évoquer le neurone primaire dans le domaine moteur, c'est qu'il y a dans une région frontale des neurones de reconnaissance visuelle des actions accomplies dans l'environnement. On a enregistré chez le singe des neurones qui réagissent sélectivement au fait que le singe voit l'expérimentateur prendre un raisin sous les yeux du singe avec la pince des doigts, pouce et l'index, mais pas avec un instrument. Donc un neurone spécialisé dans la reconnaissance d'une action spécifique, et c'est des actions qui intéressent l'écologie du singe, parce que c'est la prise d'un objet pour porter à la bouche pour le manger. Donc là, il y aurait quelque chose comme ça, une neurone spécialisée dans la reconnaissance, mais ça n'arrive pas au point du modèle strict de Barlow. Et alors, deuxième aspect de la question, est-ce que cela poserait problème, est-ce que cela constituerait une difficulté pour le libre arbitre de la personne humaine, que la science repère des cellules du cerveau qui sont spécialisées dans des aspects de haut niveau, des aspects de haut niveau du comportement ou de la reconnaissance visuelle. J'avoue que on peut à la fois, la question qui m'embarrasse en tant que philosophe, je peux dire, c'est la question du réemploi des termes, des expressions, des phrases, des mots même, que nous employons pour décrire nos conduites, des conduites dont, en tant qu'agents humains, nous sommes responsables, nous prenons responsabilité, par exemple décider, se déterminer à, méditer un plan d'action, mettre en route une série d'activités, revendiquer la paternité de l'action, et ainsi de suite, témoigner en justice du fait qu'on a ou qu'on n'a pas fait ceci ou cela. Donc tout ce vocabulaire, tout ce langage, tout cet usage du langage qui concerne la personne dans son rapport à un environnement d'autres personnes qui sont capables d'agir, est-ce que cela peut être réemployé au niveau infra, au niveau, disons, des régions du cerveau, au niveau du tissu, des éléments du tissu cérébral, c'est-à-dire au niveau des cellules, peut-être même au niveau des molécules, de neuromédiateurs. Il se trouve que, intuitivement, beaucoup de neuroscientifiques emploient une grande partie de ce vocabulaire, par exemple le vocabulaire de la décision. Un exemple, les biologistes connaissent la cellule de Montener qui, dans l'appareil cérébral, disons, nerveux du poisson, entre en activité chaque fois que le poisson change de route. Or, beaucoup de gens ne voient pas d'objection à employer le terme décision. Or, décision, disons, c'est un acte d'une grave responsabilité au niveau des personnes entières, et le fait de réemployer ce mot décision au niveau d'un phénomène flip-flop, enfin,
bascule, je bascule dans la cellule du poisson, me choque en tant que philosophe, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a là ce qu'on appelle tout simplement un abus de langage. Un abus de langage qui est sans doute pas dangereux, dans la mesure où le scientifique, le biologiste, sait très bien ce qu'il veut dire, mais il n'empêche qu'il emploie ce terme, décision. Et ça ne laisse pas d'être embarrassant, parce que, en plus, alors évidemment, le scientifique lui-même est conscient des limites de son usage, du langage, mais l'homme ordinaire qui lira dans une revue de vulgarisation scientifique le même vocabulaire, le même langage, ne sera plus attentif à cette différence de niveau. Et la tentation, c'est de croire que il y a une seule et même réalité qui s'établit sur un seul et même niveau, réalité dans laquelle, d'un côté, il y a les cellules nerveuses, de l'autre, il y a les personnes entières, et l'on peut parler des activités de tous ces niveaux-là dans le même langage, comme si tout était rabattu sur un plan unique. Et c'est ça qui me paraît embarrassant. Cette sorte de réduction à un plan unique, alors qu'il y a une pluralité de niveaux avec un usage du langage différencié et éventuellement métaphorique. Alors on va laisser répondre Peter Clark à cette question qui est tout à fait intéressante. Il n'y a pas un abus de langage en attribuant finalement des intentions de décision de rôle. Et ensuite, nous laisserons la parole au public pour qu'il puisse également poser ces questions. Alors, je vous laisse répondre. Si également vous avez des questions, si possible, de préférence pour Peter Clark, car son temps de parole lui est favorable. Je vous laisse répondre. Mais désolé, je suis d'accord. Je pense que dans ce cas, quand on utilise le mot décision, comme vous dites, les neuroscientifiques comprennent que c'est une utilisation inhabituelle du terme et que c'est assez innocent, mais il y a quand même le danger que ça peut se presser à des malentendus. Parce que les ingénieurs parlent de décision fait par un circuit électronique. Et ils se rendent compte que c'est une décision dans un autre sens que le sens courant du terme. Donc je pense que je suis d'accord avec vous. C'est un langage analogique. Est-ce qu'il y a des questions pour nos conférenciers, et en particulier pour Peter Clark, qui a un temps de parole favorable? Oui, alors il y a deux questions. On va commencer par la personne qui était la première, effectivement, et le troisième rang. Voilà. Oui, ça serait une question peut-être plutôt pour M. Petit, enfin bon, peu importe. Vous n'avez pas parlé de la mémoire dans tous les processus que vous avez cités. Je pense que la mémoire, est quand même très, très importante, centrale cinésique. Il y a beaucoup de processus, mais la plupart de ce que vous avez montré, qui n'auraient pas lieu. Et ces traces cinésiques vont avoir une influence déterministe sur beaucoup de comportements. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous en pensez, puis les études qui ont été faites à ce sujet? Oui, mais justement, c'était dans une des diapositives que j'ai montrées, on voyait le cerveau avec la région d'activation corrélative d'un apprentissage manuel. Et on découvrait qu'il y avait un déplacement justement dans la direction de l'hippocampe où, en quelque sorte, s'engramment les souvenirs des apprentissages. Et cela, c'est un phénomène de plasticité cérébrale. C'est-à-dire que le fait d'être capable d'apprendre suppose que le tissu cérébral est modifié par les actes, les décisions, les intentions motrices du sujet tout au cours de son expérience. Et donc, notre expérience modifie notre être matériel. Donc, le simple fait de la mémoire et des apprentissages est une illustration du caractère plastique et non déterminé d'avance de toute éternité, comme on évoquait tout à l'heure, le terme, de l'organisme, du cerveau, oui, dans sa matérialité. Mais peut-être que Peter, non, je suis d'accord. Vous avez donné une bonne réponse. D'accord, alors, vous êtes libre évidemment de poser des questions à chacun des orateurs, mais ce serait mieux si vous étiez déterminé à poser des questions à Peter Clark. Alors, il y avait une question au deuxième rang juste ici.
Juste ici, il avait une question à poser tout à l'heure. Alors j'ai une question à propos de la mémoire justement. Dans un ordinateur, pour rester sur la comparaison avec un ordinateur, les informations sont stockées sous forme de 0 et de 1. Dans un cerveau, comment sont-elles stockées d'un point de vue cellulaire, physique, mécanique? Alors, la méthode la mieux comprise est que les synapses, donc les contacts entre les neurones, changent d'efficacité. Et la mémoire est stockée dans l'ensemble le poids du poids des synapses. Et la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on change d'efficacité? Ça, c'est un bon sujet, mais c'est tout bien calculé. Alors, une autre question, il y avait une quatrième rang, je crois. Bonsoir. Donc, moi, une question pour M. Pape. En effet, vous avez parlé du bruit thermique au niveau des canaux ioniques, au niveau des membranes des neurones. Ma question est la suivante. Est-ce que le bruit thermique est influencé par les ondes électromagnétiques environnantes? Et auquel cas, je fais le lien, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une surchauffe et ça expliquerait des phénomènes neurologiques bizarres chez certaines personnes, je ne sais pas. Oui, donc si les ondes électromagnétiques sont suffisamment fortes pour chauffer le cerveau, ça va changer le bruit thermique, ça c'est sûr. Mais je pense que derrière votre question, il y a la question, est-ce que ça peut expliquer je me le mot, télépathie, des choses comme ça. Et j'aurais pensé que s'il y a des ondes qui sont émises par des cerveaux qui influencent les gens à 1 kilomètre, ça doit être tellement faible que ça ne va pas chauffer le prochain cerveau. Donc je ne vois pas de solution là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'elle peut poser une question? Oui, il y a une question qui me préoccupe en rapport avec ce que tu as souligné, tu as mis en évidence avec tout à fait juste raison. Le bruit thermique, c'est bruit, c'est au sens, ça s'entend aussi au sens aléatoire, au sens aléa. Et alors, il y a des spéculations et même des théories sur l'usage que l'organisme peut faire, contrairement à ses apparences, parce que le bruit, c'est chaos, c'est chaos, c'est absence de règles, donc absence de signification. Mais il semble que le vivant, l'organisme vivant, utilise le bruit, et donc le caractère aléatoire, pour faire du sens, pour créer du sens, pour augmenter l'information. Qu'en est-il? Parce que quand les activations cellulaires circulent, quand les foyers d'activité circulent d'une région à l'autre, d'une région sensorielle vers une région motrice, il y a un enrichissement de sens qui se produit jusqu'à l'action. Et en quoi le bruit thermique, donc son caractère aléatoire, contribue-t-il ou ne contribue-t-il pas à cette augmentation du sens lorsque fonctionne l'organisme? Alors je pense que vous parlez surtout au niveau du bruit dans le sens de potentiel d'action en plus ou en moins dans les circuits. Et il y a effectivement des travaux, un mélange de travaux expérimentaux et théoriques par simulation qui suggèrent que le bruit peut être utile dans le but que vous dites. Pas seulement du désordre, mais contribution positive. Voilà, une contribution positive. Maintenant, le bruit dont moi je parlais, c'est un niveau plus élémentaire, plus cellulaire. Par exemple, le bruit, juste les molécules de l'eau et d'autres molécules dans la cellule qui bougent un peu à gauche et à droite.
Et si on revient, comment est-ce que je viens en arrière? Ok. Quand on considère cette chose de production de gènes, les gens ont étudié en beaucoup de détails l'effet du bruit dans la production de gènes. Et ils ont pu affirmer que le bruit change quelque chose de vraiment significatif dans le pattern de production de protéines par la cellule. Et ils pensent trouver une sorte de stratégie pour la cellule qui ne disent pas que le bruit est là pour modifier la cellule, mais la cellule réussit à utiliser ce bruit pour modifier la cellule qui pourrait être utile. Mais c'est encore assez théorique. Je pense que la question se pose, mais on n'a pas une compréhension complète de cela. Sur un codage par le bruit. Oui, une sorte de codage, oui. Mais on utiliserait le codage quand on parle des potentiels d'action dans ces cas de bruit pour la production de protéines. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé le mot codage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question, il y a même deux. Vous parlez là à propos du bruit thermique de phénomène aléatoire, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de phénomène aléatoire? Ça dépend par rapport à quoi. Peut-être que par rapport à la cellule, ça paraît aléatoire, mais au niveau moléculaire, je ne pense pas que ce soit aléatoire. Quand on parle en général de l'aléatoire, ça veut dire simplement que nous ne savons pas prévoir les phénomènes ou les expliquer, parce qu'il y a tellement de paramètres que nous, on est incapable à l'heure actuelle de le faire. Donc, pour la meilleure des cas, on utilise des statistiques quand on peut, quand on a les moyens. Mais ça ne veut pas dire que c'est aléatoire, ça paraît aléatoire. Mais si on regardait au niveau moléculaire, on pourrait, si on connaissait les lois et tout, si on avait tous les paramètres, on pourrait très bien montrer que ce n'est pas du tout aléatoire. On utilise le mot aléatoire dans deux sens. Parfois, en physique, on parle de l'incertitude de la physique quantique. Et la plupart des gens pensent que cet aléatoire est vraiment aléatoire dans le sens absolu. Mais ici, je parle des molécules qui sont petites, mais beaucoup plus grandes que les électrons, et suffisamment grandes pour que la physique quantique ne soit pas très importante pour ce hasard. Donc, c'est un aléatoire dans le sens que non déterminé par les gènes, non déterminé par l'environnement, mais quand même déterminé par la loi de la physique. Donc, c'est non aléatoire dans ce sens que c'est non déterminé par les lois de la physique. Vous avez raison là. Merci. Alors, une autre question au deuxième rang. Oui, là. Merci. J'ai oublié ma question. Que se passe-t-il à l'inverse d'une décision quand on hésite dans le cerveau, quand on n'arrive pas à prendre une décision? Qu'est-ce qui s'allume, qu'est-ce qui s'éteint? Évidemment, je ne sais pas. Mais il y a un philosophe très important. Vous vous rappelez, il y a des philosophes libertaires, ou des libertariens et des philosophes compatibilistes. Et le philosophe qui est considéré un peu le grand chef des libertariens, Robert Kane, pense que c'est dans les moments de décision qui sont difficiles à prendre que les événements aléatoires influencent la décision. Et parce que ça influence la décision, ça fait une sorte de feedback sur d'autres processus dans le cerveau pour que ces peu d'influence du vrai aléatoire peuvent beaucoup influencer l'organisme. Donc, c'est sa théorie qui donne une très grande importance pour les décisions qui sont difficiles à prendre. Il les appelle les self-forming decisions. Mais c'est tout théorique, il n'y a pas de neurobiologie là-dessus.
il y a peut-être des résultats concernant le temps de réaction. Temps de réaction, c'est une notion plutôt psychologique que psychophysiologique, et plutôt psychophysiologique que biologique. Temps de réaction. On a établi que en condition normale, chez le sujet normaux, le temps de réaction, dans le cas d'un choix difficile entre des alternatives dont l'intérêt est à peu près équivalent, est plus long que lorsque la décision est claire et que l'avantage d'un côté est prédominant par rapport à l'autre. Mais très curieusement, chez les malades parkinsoniens qui subissent un traitement par stimulation intracrânienne profonde avec des électrodes pour qui atténuent leurs symptômes, il y a une très curieuse précipitation de la décision, justement dans les cas où le normal ralentirait sa décision et aurait un temps de réaction plus long. Au contraire, ils ont un temps de réaction plus court, plus bref dans ce cas-là. Alors ça implique que, comme les malades de Parkinson souffrent d'une dégénérescence des neurones, d'une certaine partie des neurones dopaminergiques qui sont rassemblés dans le noyau substantiel noir, la substance noire, on suppose que cette substance noire aurait un rôle régulateur qui ferait que, en condition normale, justement, le sujet attend avant de se décider lorsque l'intérêt du choix n'est pas évident. Tandis que, quand il n'y a plus ce régulateur, le pacemaker, eh bien, il se précipite justement de manière paradoxale dans les situations où les autres ralentissent. C'est une donnée donc qui peut avoir un intérêt compris en anatomie. Merci. Alors peut-être une dernière question car nous approchons la fin. Alors il y en aura deux dernières questions alors, mais nous approchons vraiment la fin du débat. Alors, en neurobiologie et en philosophie, pourrait-on dire que des personnes soient déterminées par rendu ou pas? Est-ce que des personnes seraient déterminées d'un point de vue bien philosophique ou bien surtout neurobiologique à croire en Dieu? Alors, il y a eu des suggestions assez naïves. Il y a un livre qui est sorti avec le titre The God Gene, qui donnait l'impression sur la couverture qu'il y a un gène, si tu as un variant du gène, tu vas croire en Dieu, si tu as un autre variant, tu ne vas pas croire en Dieu. Mais même si tu lisais l'intérieur du livre, au lieu de dire juste la couverture, on trouve que ce n'est pas ce que pense l'auteur du tout, et personne ne pense qu'il y a un gène qui détermine la croyance en Dieu. Par contre, il y a eu des études à un autre niveau. On compare les frères jumeaux identiques avec les frères jumeaux non identiques pour essayer de voir l'importance de la génétique pour des choses comme aller à l'église ou avoir une profonde expérience de Dieu. Et il y a toujours une certaine influence de la génétique. Mais si la question est-ce que les deux frères iront dans une église méthodiste, oui, parce qu'ils ont été élevés ensemble, ils vont ensemble dans l'église méthodiste, et c'est la même chose s'ils étaient des jumeaux identiques ou non identiques. Mais si la question c'est est-ce qu'ils ont une expérience très profonde de Dieu, là, la génétique semble jouer un rôle plus important. Parce que finalement, les gènes jouent un grand rôle pour déterminer l'émotivité de la personne. Et parce que l'expérience de Dieu dépend de l'émotivité de la personne, les gènes jouent un rôle. Mais les gènes ne déterminent pas. C'est beaucoup moins fort que ça. Mais les gènes influencent. Mais maintenant, peut-être tu veux savoir, pas au niveau des gènes, mais du déterminisme physique. Et là, je ne sais pas. Oui, je crois que c'est juste de dire qu'on ne sait pas, on n'a pas suffisamment
de données, c'est clair que l'environnement joue un rôle, les jeunes jouent un rôle, et probablement le hasard joue un rôle aussi. Et c'est difficile de répondre plus précisément que ça. Merci. Alors la dernière question, c'était au troisième rang, juste là. C'est une question pour M. Petit. Quel est votre avis sur les expériences de Libet? Vous avez mentionné dans une diapositive, mais oui, vous n'êtes pas arrêté. Oui, j'ai pas eu le temps. Oui. On a discuté ensemble d'ailleurs avec Peter dans le train pour venir jusqu'ici. Il était beaucoup plus critique à l'égard de Libet que je n'étais moi-même, étant déjà critique. En gros, l'expérience de Libet, c'est une tentative de chronologie de la volonté. Chronologie de la volonté. En termes de mesure PSG d'électroencéphalographie. Si on mesure le temps dans lequel les activations de la région motrice du cerveau, au suite de laquelle on place des électrodes sur le scalp permettant d'enregistrer cette région, donc si dans cette chronométrie, en termes de secondes, une seconde maximum, on applique cela à l'émergence, l'apparition ou à l'expérience par le sujet d'accomplir un acte de volonté. Alors, ce n'est pas un acte de volonté très fantastique, parce qu'il suffit, il s'agit de lever le doigt. Lever le doigt, mais sans consigne particulière, sans signal, parce que là aussi lever le doigt au signal, simplement quand ça vous chante. Donc, le protocole expérimental, c'était lever le doigt quand ça vous plaît. Et pour pouvoir rapporter cette expérience donc intime, le sujet est le seul à savoir ce qui se passe en lui, à la limite, à un chronomètre, à une mesure, on demande au sujet de regarder un écran sur lequel un curseur circule et de mémoriser l'emplacement du curseur au moment précis où le sujet éprouve l'envie de bouger le doigt. Donc vous voyez, déjà, le protocole est un peu tiré par les cheveux, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est une construction, on pourrait dire à la limite presque une reconstruction d'un événement, il appelle ça l'événement will, vouloir, l'événement W. Mais l'événement W, le surgissement dans le champ mental de l'expérience du vouloir, n'a pas la réalité mesurable du potentiel musculaire lorsque le doigt bouge. Ça, on peut mesurer parfaitement le moment précis avec un électromyogramme où le doigt bouge. On peut mesurer convenablement le moment où il y a une déflexion négative de la courbe représentative de l'électricité cérébrale très parfaitement. Mais on ne peut pas mesurer de manière aussi fiable cet événement W. Donc déjà, il y a une hypothèse énorme, un risque énorme encouru par là. Mais deuxièmement, quel est l'intérêt de souligner, de faire apparaître ainsi le retard de l'occurrence de l'apparition de la volonté par rapport à la mise sous tension, à l'augmentation de l'intensité de l'énergie électrique cérébrale. Bien, Peter Clark me disait que c'était consécutif à une discussion que Benjamin Libet avait eue avec Eccles. Eccles qui donc un grand biologiste, prix Nobel, mais en même temps qui est dualiste, pense en termes de âme-corps. Et donc, à l'issue de cette discussion, avait germé le projet de Libet de mesurer la volonté. Et donc, c'est dans un contexte philosophico-scientifique que se construit cet artefact, pratiquement. L'événement Will a été construit. Mais deuxièmement, on peut dire que même si on accorde foi, on accorde croyance, on prend au sérieux le résultat de Libet, cela pourrait être une objection au concept négatif de la liberté. En un sens de liberté où être libre, ça serait n'être
déterminé par absolument rien, ni dans l'extérieur, ni à l'extérieur, aucune pression, aucun effet physique, ni à l'intérieur, ni par des palpitations, par des désirs, y compris par le cerveau. C'est-à-dire un acte qui serait privé de toute espèce d'aliment énergétique, de recrutement de force énergétique. C'est un concept un peu fou de liberté, un concept parfaitement, je dirais, métaphysique, dualiste et même dualiste non interactionniste à ce moment-là. Et donc, dans cette hypothèse, le fait de reconnaître que l'événement corrélatif de la décision volontaire est retardé par rapport à l'influx nerveux, à l'augmentation de la force nerveuse, pourrait être une objection. Mais ce n'est pas une objection, contre un concept positif de liberté où l'être, le vivant, recrute les énergies qui sont en lui, énergies qui ne sont pas simplement une force qui va, mais qui sont orientées dans un certain sens. Par exemple, lancer le bras dans une direction d'une cible déterminée à l'avance qu'on veut atteindre, etc., etc., c'est un mouvement qui est qualifié, qui a une signification, etc., etc. Donc, cette notion de liberté effective n'est nullement atteinte, nullement endommagée par le résultat du fait, même si on le pense à lui. Et deuxième remarque, il y a quelque chose de naïf, je dirais, une naïveté scientifique, dans le fait de concevoir la volonté en termes d'événements intérieurs précédant l'action. Parce que qu'est-ce qui prouve qu'il y a des événements intérieurs? Il y a des étapes. Qu'est-ce qui fait que l'événement intérieur précédant l'action est appelé émergence de l'intention motrice de faire quelque chose? C'est-à-dire, tout événement précédent à l'action peut être établi, mesuré, sans que ce soit lié par ce qu'on appelle l'intentionnalité de l'action au mouvement qui sera fait ensuite. Et il n'y a pas de la spécificité de l'intention dans cet événement W que prétend mesurer lui-même. Donc il croit qu'il suffit d'identifier un événement avant l'action pour avoir la trace de la volonté. C'est donc. Merci. Alors nous approchons à la fin de ce débat. Puisqu'il y a un déséquilibre entre le temps de parole et les deux orateurs, je me permets de vous laisser la conclusion si cela vous convient. Tout à fait. Okay. Mais ça, c'est toujours un défi quand je dois conclure. Mais bien que nous n'avons pas parlé de la même chose, je pense que ce que nous avions à contribuer était complémentaire. Et Jean-Luc a parlé de ce qui était nécessaire pour qu'il y ait un cerveau, un être humain qui aurait la liberté dans le sens positif du terme. Et il a conclu que nous avions vraiment ce qu'il fallait pour être considéré libre, responsable dans le plein sens du terme. Et moi j'ai abordé une chose peut-être plus négative, plus limitée, mais important aussi. Est-ce qu'il y a dans le déterminisme des raisons de croire que malgré tout ce que Jean-Luc avait dit, malgré tout on doit accepter qu'on n'est pas libre? Et je pense que j'ai donné des arguments que ces critiques qui viennent par les déterministes ne sont pas suffisantes pour détruire le libre arbitre, bien qu'on peut accepter au moins partiellement ce qu'ils disent pour le déterminisme. Donc finalement nous arrivons vers une conclusion assez harmonieuse que oui, nous sommes libres. Bien, merci à tous pour votre présence, vous tous qui êtes venus librement ici ce soir. Merci à nos deux orateurs qui ont exposé brillamment leurs pensées. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver la vidéo de cette soirée sur le site dédié, ainsi que la vidéo de toutes les soirées qui ont précédé, sur le site dédié qui est veritasforum.eu. Après un dernier mot de la personne qui présentera le GBU, vous pourrez poser des questions à nos orateurs durant le temps de collation. Et merci à tous et très bonne fin de soirée.